C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. Ce soir, notre édition est intégralement consacrée à la situation au Mali, au lendemain d'un nouveau coup d'État mené par le général Assimi Goïta avec le limogeage du Premier ministre et du Président. Le pays est de nouveau plongé dans une crise. Nous irons à Bamako retrouver notre correspondante Anne-Fleur Lespio et nous écouterons l'analyse de Brema Elidiko, sociologue et conseiller de l'ancien Premier ministre Mokhtar Ouane. Mais d'abord, arrêtons-nous un instant sur les événements survenus ce lundi. Tout s'est précipité après l'annonce du nouveau gouvernement. Les rumeurs ont commencé à enfler sur l'arrestation du Premier ministre et du Président. Mais en réalité, les crispations politiques étaient déjà bien présentes, le tout dans un contexte social explosif. Cécile Galuccio. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur... Comme un goût de déjà-vu. Il est 11h37 au Mali. La télévision nationale annonce un flash spécial, la lecture du communiqué du vice-président de la transition par son conseiller. Le vice-président de la transition s'est vu dans l'obligation d'agir pour préserver la charte de transition et de défendre la République en vue de mettre hors de leurs prérogatives le président et son premier ministre, ainsi que toutes les personnes impliquées dans la situation. Badao et Mokhtar Ouane sont donc déchus. Officiellement, il leur est reproché d'avoir formé un gouvernement sans consulter le colonel Assimi Goïta, l'actuel vice-président du pays. C'est pourtant lui qui est en charge de la défense et de la sécurité. C'est aussi lui, l'ex-chef de la junte militaire, qui avait renversé le président Keïta. Le coup de force s'est produit lundi. Des militaires débarquent chez les deux hommes. Mokhtar Ouane est alors au téléphone avec un journaliste de l'agence France-Presse. Des hommes de Goïta sont venus me chercher pour me conduire chez le président, qui habite non loin de ma résidence. Ce serait donc au camp militaire de Kati qu'il serait détenu. C'est l'endroit précis où l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta avait été emmené en août 2020 par les colonels putschistes pour annoncer sa démission. Un nouveau coup de force qui replonge le Mali dans l'incertitude. Pour une partie de la population, aucun doute, il s'agit d'un coup d'État. Nous avons décidé de nous rassembler pour dire non au coup de force qui est en cours, pour dire non aux putschistes, pour dire non aux militaires qui refusent d'aller au front et qui sont à Bamako en train de confisquer le pouvoir. Nous sommes clairement dans un coup d'État, un deuxième coup d'État dans un autre coup d'État, parce que le président n'a pas passé la nuit chez lui. Que vont devenir le président malien et son Premier ministre? De nouveaux dirigeants de transition vont-ils être nommés? Pour l'instant, aucune réponse. Le colonel Goïta a seulement confirmé la tenue d'élections présidentielles et législatives pour 2022. On retrouve tout de suite notre correspondante à Bamako, Anne-Fleur Lespio. Anne-Fleur, vous avez sillonné la capitale malienne aujourd'hui. Comment avez-vous trouvé les Maliens? Que pensent-ils de la situation? Alors ce matin, une cinquantaine de citoyens maliens se sont retrouvés devant la Bourse du Travail, près de la place de l'Indépendance, qui est en fait un lieu emblématique de la capitale. Les manifestants, rapidement dispersés par les services de police, ont exprimé leur ras-le-bol et qualifient ce coup de force de coup d'État dans le coup d'État. Ils condamnent les arrestations hier soir du Premier ministre de la Transition ainsi que du président Ba Ndao après l'annonce d'un remaniement ministériel. Ils dénoncent la confiscation du pouvoir par les militaires putschistes, acteurs lors du coup d'État du 18 août dernier. Mais pour autant, dans les rues de Bamako, le climat reste apaisé. Au sein de la population, certains attendent de voir comment les militaires vont gérer la situation. Un peu plus tard dans la matinée, le colonel et vice-président de la transition, Assimi Goïta, a annoncé sur la télévision publique malienne, l'ORTM, avoir démis de leur fonction le Premier ministre Mokhtar Ouane et le président de la transition, Ba Ndao. Il les accuse d'avoir enfreint la charte de transition et d'avoir constitué une nouvelle équipe gouvernementale sans l'avoir concertée. Il fait également allusion à la crise sociale que traverse le pays et pointe du doigt l'échec des négociations entre les autorités de transition et l'UNTM, le principal syndicat ici au Mali. Anne-Fleur, on a par ailleurs appris que le principal syndicat suspend sa grève ce mardi. Oui, absolument. Et d'ailleurs, ils condamnent la prise du pouvoir par la force, mais ont décidé
d'inviter tous les Maliens à reprendre le travail. Il faut savoir que ces 2 dernières semaines ont été rythmées par des mouvements de grève successifs, une grève qui paralyse l'économie nationale depuis 15 jours et illustre en fait l'échec des négociations entre les autorités de transition et le syndicat. Pour ne pas aggraver la souffrance de la population, les membres de l'UNTM se disent donc prêts à reprendre le dialogue avec les autorités de transition. J'ai beaucoup d'espoir que Biden vraiment changera catégoriquement de trajectoire par rapport à ce que Trump faisait pour l'Afrique et vis-à-vis de l'Afrique. Voilà une continuité de l'administration Obama. On va aborder à présent une autre question cruciale, celle de la présence militaire américaine sur le continent. Et en particulier dans la bande sahélo-saharienne, il y a par exemple la base de drones d'Agadez au Niger, qui sert essentiellement au renseignement et qui joue un rôle important dans la lutte contre le terrorisme. Cette base, Donald Trump envisageait de la fermer. Joe Biden va-t-il là aussi revoir sa copie et renforcer la présence militaire dans cette zone ? Pas sûr. Écoutez l'analyse de notre correspondant à Washington, Mathieu Mabin. À Bamako, N'Djamena, à Niamey et concrètement partout dans la bande sahélo-saharienne, l'arrivée de Joe Biden à la tête de la plus puissante démocratie du monde sera scrutée avec attention. Et pour cause, même si les militaires américains sont assez peu visibles sur les champs de bataille du Mali et des pays voisins, l'armée des États-Unis y joue néanmoins un rôle absolument décisif. Car concrètement, aux côtés des armées du G5 Sahel, de la France bien sûr, et dans une moindre mesure des contributeurs européens, la technologie et le renseignement américain se sont révélés indispensables à la lutte contre les groupes djihadistes de la région. Logistique, renseignement, on l'a dit, transport, formation, la contribution américaine s'élève en dollars à hauteur de 85 millions par an. Une goutte d'eau dans le budget de la défense américaine, mais au moment où les États-Unis se préparent à être frappés par la plus grave récession économique depuis les années 30, le 46e président des États-Unis pourrait bien être tenté de consacrer ses fonds à d'autres priorités. Son prédécesseur, Donald Trump, avait d'ailleurs déjà été tenté par cette idée et il avait fallu une véritable offensive diplomatique de Jean-Yves Le Drian, Florence Parly et de tout ce que concrètement la France compte de diplomates à Washington pour le faire revenir sur son intention. Finalement, l'hiver dernier, Mark Esper, alors conseiller à la Défense, avait fait admettre à la Maison-Blanche d'ajourner un hypothétique retrait américain du Sahel. Ce mercredi, l'administration Biden, qui n'a pas encore déballé ses cartons, ne s'est absolument pas exprimée sur le sujet et on s'attend ici à ce qu'elle ait globalement une approche plus rationnelle de la lutte globale contre le terrorisme que ce ne fut le cas pour l'administration Trump. Notons néanmoins qu'ici à Washington, les chancelleries européennes et sahéliennes sont déjà prêtes à présenter leur copie à la nouvelle administration du Pentagone. Va-t-on aussi assister à un volte-face concernant certaines décisions prises à quelques jours de la fin du mandat de Donald Trump ? On pense évidemment à l'accord avec le Maroc, la reconnaissance de Washington du Sahara occidental comme un territoire marocain en échange de la reconnaissance du royaume chérifien de l'État d'Israël. Un accord similaire avec le Soudan qui a été retiré de la liste des pays finançant le terrorisme en échange d'établir des relations avec l'État hébreu. En tout cas, une chose est sûre, l'administration Biden va révoquer le Muslim Ban, une bonne nouvelle pour de nombreux ressortissants de pays africains. La correspondance à Nairobi de Bastien Renouille. Lors de son entrée en vigueur en 2017, cette mesure anti-immigration a créé de vives polémiques ici en Afrique de l'Est, puisqu'elle touche notamment le Soudan ou encore la Somalie. Mais c'est au Kenya qu'elle a eu un premier impact auprès des réfugiés du camp de Dadaab. Certains Somaliens y vivent depuis plusieurs dizaines d'années. Ils ont entamé des démarches pour pouvoir se rendre aux États-Unis et au dernier moment, leur visa a été annulé. Ils ont dû faire demi-tour et rentrer dans le camp de Dadaab. Cette mesure a fait l'objet de vives polémiques, que ce soit ici en Afrique de l'Est ou encore aux États-Unis, où elle est passée plusieurs fois devant les tribunaux. Sa dernière version, publiée début 2020, concernait d'autres pays, pas seulement à majorité musulmane, comme par exemple la Tanzanie ou encore l'Érythrée. Alors nul doute que les pays d'Afrique de l'Est vont accueillir l'annonce de Joe Biden avec joie. Cela va être extrêmement positif pour ces pays, notamment pour le Soudan qui vient d'être retiré de la liste américaine des pays soutenant le terrorisme et qui compte bien profiter de ses relations nouvelles avec les États-Unis, notamment au niveau économique.
Voilà, c'est la fin de notre édition spéciale consacrée aux relations Afrique-États-Unis. Merci à Célia Caracena, aux équipes en régie. On se quitte sur ces images de la prestation de serment de Joe Biden, 46e président des États-Unis. Et on suivra bien évidemment dans le Journal de l'Afrique ces relations entre les pays africains et les États-Unis. Restez avec nous, l'info continue sur France 24. Bienvenue à Paris. Ici, le cœur de la ville bat en permanence, tout comme l'actualité du monde qui ne s'arrête jamais. Retrouvez-nous pour une nouvelle saison du débat, une saison de confrontation, d'accords, parfois inattendus aussi. C'est du lundi au jeudi, dans le débat de France 24 et sur france24.com. Le monde évolue de plus en plus vite. L'actualité n'attend pas. C'est pourquoi à France 24, nous serons toujours à vos côtés pour comprendre le monde. Pour le meilleur de l'information internationale, 24 heures sur 24, en toutes circonstances. France 24, partout avec vous, à chaque instant. Liberté, égalité, actualité.